Monsieur Mohamedi. Bonsoir. Nous vous remercions très sincèrement d'avoir accepté notre invitation à Toulon ce soir. Merci. Vous êtes diplômé de géopolitique, d'histoire contemporaine et de droit international public. Vous avez écrit une thèse sur la politique arabe de la Russie et vous enseignez la géopolitique à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, dont vous coordonnez des études et des observatoires relatifs au monde arabe, dont l'Afrique du Nord, et vous écrivez régulièrement sur le monde arabe. Le sujet des relations franco-algériennes est important dans le cadre de l'existence et des objectifs de l'Association Varrois pour la paix et la justice en Méditerranée, qui travaille à informer et mobiliser les citoyens et citoyennes dans le domaine des relations entre les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, et entre eux et la France, pour la liberté, la justice et la paix. L'histoire de l'Algérie est déjà très ancienne. L'histoire de la colonisation française l'est moins, mais elle a duré plus d'un siècle, et celle de l'indépendance est encore très récente. La relation entre les deux pays s'inscrit intimement dans ces trois temporalités fondamentales. Et celle de l'indépendance algérienne est bien sûr la plus importante, puisque les deux régimes algérien et français sont nés ensemble. La Ve République française en 1958, la République algérienne démocratique et populaire en 1962, comme vous le rappelez dans la revue Moyen-Orient de ce dernier trimestre. Qu'est-ce que cela dit des relations entre ces deux pays, ces deux États? Comment ont-ils organisé leur existence parallèle et pourquoi en arrive-t-on actuellement à une telle crise que nous avons finalement questionnée en termes de déchirure? Quel est le poids des politiques intérieures et internationales de chacun des deux États dans la gestion de ces relations extrêmement tendues depuis le courant de l'année 2024? Je vous remercie. Merci beaucoup, merci Anne et merci à l'association VPJM pour cet accueil et pour cette invitation. Je vais essayer de répondre à ces différentes questions. Je vais tenter quelques éléments de réponse et je compte sur notre échange après l'intervention pour éventuellement poursuivre certains points. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ces tensions franco-algériennes avec vous, à la fois dans leur réalité multidimensionnelle, puisqu'elles ne concernent pas qu'une seule thématique, elles concernent en réalité plusieurs thématiques à la fois, et aussi dans leur réalité multiscalaire, puisque ces tensions-là se posent à différentes échelles. Les échelles nationales, c'est-à-dire les échelles françaises et algériennes, l'échelle des relations bilatérales, l'échelle des relations franco-algériennes, et bien sûr une échelle parfois plus globale, l'échelle internationale ou même l'échelle régionale pour ce qui est du Maghreb ou de l'Afrique du Nord en général. Donc je vais commencer d'abord par quelques éléments historiques, même si l'idée bien sûr c'est de se focaliser un petit peu sur les tensions aujourd'hui. Je vais rebondir sur les éléments évoqués par Anne. Effectivement, on a tendance à l'oublier, mais on a affaire à deux régimes qui sont nés, qui ont une même origine en réalité. Deux régimes dont l'origine commune est la guerre d'Algérie. La Ve République est née pendant la guerre d'Algérie, et ça c'est un élément important. La Ve République en France est le fruit de ce qu'on appelait pudiquement à l'époque les événements d'Algérie, avec la volonté du général de Gaulle d'en finir avec la question algérienne, et en même temps d'en finir avec la Quatrième République. Côté algérien, la guerre d'Algérie est aussi un élément fondateur. La relation avec la France est au cœur de sa rhétorique nationale, de son récit national, et ça aussi c'est un élément particulièrement important. Ce point de départ commun est un élément particulièrement important. Ce qui me semble important dans cette histoire et même dans l'indépendance algérienne, c'est qu'en dépit de l'indépendance en 1962, il n'y a pas eu de divorce franco-algérien, il n'y a pas eu de séparation franco-algérienne. Et en termes de traités, en termes d'accords, on voit bien que
tout a été fait justement pour éviter cette déchirure, pour éviter cette séparation totale. Il y a eu des séparations sur le plan humain, il y a eu des déchirures à des échelles humaines, individuelles, puisqu'il y a eu des départs. Mais sur le plan des relations entre la France et l'Algérie, on a voulu faire en sorte qu'il y ait une certaine continuité. Et dès 1962, avec les accords d'Évian, on a voulu organiser cette continuité, c'est-à-dire organiser la suite des relations franco-algériennes post-indépendance. Plus tard, dans les années 60, on a voulu un petit peu réguler cette relation, et notamment réguler la circulation, notamment des Algériens, entre les deux territoires. Il faut savoir que l'année 1962 ne marque pas l'arrêt, par exemple, sur le plan migratoire. Anne a cité un article que j'ai coécrit avec une camarade, Farida Soyar, qui est spécialiste des questions migratoires et qui le rappelle elle-même très bien. En réalité, la circulation franco-algérienne et la circulation des populations algériennes en France s'est poursuivie de façon plus ou moins fluide après 1962. En fait, il a fallu attendre 1968 pour qu'on se mette à vouloir les réguler. Vous avez probablement déjà entendu parler des accords de 1968, puisqu'ils ont été érigés en totem par une partie de la classe politique française, notamment s'agissant d'une rhétorique anti-algérienne ou sur l'immigration. Ces accords de 1968 ne sont pas destinés à accélérer un mouvement migratoire, ils étaient destinés à réguler l'arrivée en France d'une main-d'œuvre algérienne qui était utile dans un contexte économique favorable, celui encore des 30 Glorieuses. Donc on est d'abord dans un contexte, dans une utilité économique importante. On reviendra, si vous le voulez, sur cette question des accords de 68, parce que c'est une question importante, la question migratoire est importante, mais sur le plan géopolitique, sur le plan des relations internationales, il n'y a pas eu de divorce non plus. C'est-à-dire que dans les années 60, l'Algérie va se rapprocher de ce qu'on appelait le bloc soviétique, notamment de l'Union soviétique. Malgré un discours de non-alignement, on voyait bien que la relation avec l'Union soviétique devenait une relation privilégiée. Mais en réalité, dès l'indépendance algérienne, l'Union soviétique a toujours été un peu réticente à l'égard d'une alliance totale avec l'Algérie. Il y a une formule célèbre de Khrouchtchev adressée au premier président algérien, Ben Bella. Il dit l'Union soviétique n'a pas besoin d'un autre Cuba dans la région. Vous avez un bon partenaire, le général de Gaulle, gardez-le. Donc en gros, n'allez pas à la rupture avec la France et nous ne voulons pas finalement d'une alliance contraignante. Dans les faits, l'Union soviétique sera évidemment un partenaire déterminant pour l'Algérie, notamment sur le plan militaire, sur la question de l'armement, et jusqu'à aujourd'hui, c'est le principal fournisseur d'armes en Algérie. Mais en réalité, dès les années 60, et notamment après le coup d'État de 1965, le coup d'État de Boumedienne, côté algérien déjà, on commence à vouloir un petit peu atténuer la dépendance à l'égard des soviétiques. Et quel est le partenaire finalement tout désigné pour atténuer cette dépendance à l'égard des soviétiques ? Eh bien, c'est la France, c'est-à-dire l'ancienne puissance coloniale. Et dès les années 60, vous allez vous retrouver avec une coopération franco-algérienne, y compris sur le plan militaire, puisqu'on va se mettre à acheter des armes françaises. Vous avez bien sûr des formations d'officiers algériens en France, à Saint-Cyr, et parfois les mêmes vont se retrouver avec des formations à la fois soviétiques et françaises. Le meilleur exemple, c'est le chef d'état-major actuel en Algérie. Lui, il est le fruit à la fois d'une formation française et soviétique. Donc on est loin finalement de la rupture, mais il va y avoir des moments de micro-séparation, de tensions, et parfois des tensions en réalité encore plus importantes que celles qu'on connaît aujourd'hui. Puisque celles qu'on connaît aujourd'hui, quand on y réfléchit bien, elles tournent autour de questions finalement de pure communication politique, alors qu'au début des années 70, il y a eu une crise franco-algérienne qui avait un vrai fondement matériel, c'est la crise pétrolière
franco-algérienne, puisque l'Algérie nationalise le pétrole, et ça crée une crise franco-algérienne. Bon, cette crise franco-algérienne, elle avait une vraie réalité. Elle avait une réalité économique. Le président de l'époque était Pompidou. Lui-même était plutôt, on va dire, il déplorait cette singularité dans la relation franco-algérienne. Donc, au début des années 70, on a déjà une vraie séparation, pas une vraie séparation en réalité, mais une vraie crise, la crise franco-algérienne, qui avait un vrai fondement matériel, la question pétrolière, puisqu'elle est liée à la nationalisation du pétrole par l'Algérie. Et à l'époque, ça va avoir bien sûr des effets économiques évidents pour l'économie française, mais aussi des effets pour la population algérienne en France, puisque vous allez vous retrouver avec une montée bien sûr du racisme en France, mais on oublie que la montée du racisme en France est en partie liée à ce genre de crise. Il y a eu par exemple notamment je parle vraiment des discours anti-algériens au début des années 70. Parfois on a tendance à l'oublier, mais bon, on peut réécouter parfois certains documents où il y avait certains immigrés par exemple qui se plaignaient d'expulsion des cafés et des bars. Il y avait une fameuse formule qui revenait souvent, pas de pétrole, pas de bière par exemple, on disait à certains travailleurs algériens, puisqu'il y avait ce ressentiment, et cette question matérielle en l'occurrence, c'est-à-dire cette question économique, a été aussi un facteur de ressentiment dans la relation franco-algérienne. Mais la circulation se poursuivait, et le moment en réalité où cette circulation va être la circulation notamment des Algériens en France va se retrouver entravée, ce sont les années 80, et c'est plus précisément l'année 1986. Là encore, c'est une année qu'on oublie parce qu'on s'intéresse beaucoup aux accords de 68. En 1986, il ne s'agit pas d'accords bilatéraux, il s'agit simplement d'une décision gouvernementale de mettre en place les visas pour les Algériens. Et les visas pour les Algériens, ça n'existe que depuis 1986, en réalité. Donc, depuis 1986, il n'y a pas de liberté de circulation pour les Algériens. Et ça, c'est un tournant important. Dans les années 90, l'autre tournant, qui est d'abord un tournant à l'échelle algérienne, mais qui est aussi un tournant dans la relation franco-algérienne, c'est ce qu'on a appelé en Algérie la décennie noire. C'est-à-dire ce qu'on appelle parfois la guerre civile, même si bon, ce n'est pas tout à fait une guerre civile dans la mesure où vous n'avez pas eu une militarisation de la société algérienne, mais plutôt des camps assez identifiés qui se sont fait la guerre, et les civils ont surtout subi ces affrontements. Il y a eu des exactions contre les civils, mais les civils ne sont pas militarisés comme dans un pays comme le Liban. Cette décennie noire a été un moment important dans la relation franco-algérienne, en réalité dès le début, dès son facteur déclencheur, c'est-à-dire l'arrêt du processus électoral de la fin de l'année 1991, c'est-à-dire quand les militaires algériens décident d'empêcher les islamistes de prendre le pouvoir en Algérie. Et ce moment précis est déjà un défi pour la relation franco-algérienne, puisqu'il s'agit d'un coup d'État, bien sûr. Il s'agit d'un arrêt d'un processus électoral. Bon, le pouvoir militaire algérien réussit à l'habiller par la démission en faisant démissionner le président de l'époque, Chadli. Mais côté français, déjà, il y a un discours de François Mitterrand qui est un peu hésitant. D'abord, bon, il appelle à la poursuite du processus démocratique, ce qui est plutôt mal vu par une partie des élites algériennes qui y voient déjà une ingérence. Puis vous vous retrouvez en réalité dans les années 90 avec une classe politique française qui se retrouve elle-même divisée face à la situation politique et sociale en Algérie. Vous allez vous retrouver par exemple avec une droite française beaucoup plus conciliante à l'égard du pouvoir militaire algérien, et donc à l'égard du pouvoir en place. On est un peu c'est un peu un miroir inversé de ce qu'on a aujourd'hui, puisque, exemple très précis, dans le cadre de la cohabitation Mitterrand-Balladur de 93-95, le ministre de l'Intérieur s'appelle Pasqua, et Pasqua va bien sûr préférer la coopération avec le pouvoir militaire algérien, là où la gauche se méfie du pouvoir militaire algérien, et la gauche a toujours eu des réticences à l'égard de ce pouvoir militaire, notamment en partie du fait de cet arrêt du processus électoral.
Alors que l'argument côté Pasqua, c'est de se dire, bon, on préfère un pouvoir militaire fort, parce que si déjà les islamistes devaient vraiment prendre le pouvoir en Algérie, qu'est-ce qui préoccupait la droite et qu'est-ce qui préoccupe toujours la droite? C'est le risque d'un flux migratoire. Sachant que les années 90, cette décennie noire, sera le moment d'un afflux de réfugiés algériens. C'est-à-dire que vous allez avoir, dans les années 90, la naissance d'une nouvelle catégorie d'immigrés algériens. C'est-à-dire avant, la catégorie la plus connue des immigrés algériens, c'était les travailleurs, puis leurs familles, avec le regroupement familial. À partir des années 90, vous allez avoir aussi des réfugiés. Et ça, c'est une nouveauté. Et la droite française, notamment avec un Pasqua, ministre de l'Intérieur, se dit, bon, pour éviter tout ça, on préfère quand même soutenir un maximum le pouvoir militaire en place. Et d'ailleurs, vous vous retrouvez à un moment donné avec des situations analogues à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire dans un même gouvernement, dans un même pouvoir politique, des pôles différents avec des idées différentes. C'est-à-dire un Pasqua, ministre de l'Intérieur, qui va être plutôt pour soutenir le pouvoir militaire, et un Alain Juppé, à l'époque, ministre des Affaires étrangères, qui va être beaucoup plus réticent à l'égard du pouvoir militaire algérien. Bon. Et c'est la ligne, finalement, Pasqua, en réalité, qui va prédominer, et qui va prédominer aussi après la victoire de Jacques Chirac en 1995, puisque l'idée sera de se dire, de toute façon, on va soutenir le pouvoir militaire algérien. Puisque le pouvoir militaire algérien a le pouvoir en Algérie, et parce qu'il est, entre guillemets, garant d'une espèce de stabilité. Mais on va le soutenir avec, en réalité, avec quelques doutes parfois, parce que des questions se posent bien sûr sur d'éventuelles exactions commises. Donc, on va le soutenir, mais avec, on va le soutenir, mais avec beaucoup de prudence. Et cette prudence-là va perdurer, malgré l'idée selon laquelle c'est un partenaire important à la fois sur le plan migratoire et sur le plan sécuritaire, en réalité jusqu'aux années 2000. Les années 2000 vont être les années de la stabilisation de la relation franco-algérienne. Côté algérien, vous vous retrouvez avec un président algérien, j'allais dire élu, en réalité, bon, élu entre guillemets, puisqu'il a été choisi par le pouvoir militaire, hein, je parle du président Bouteflika, qui arrive en 1999, ancien ministre des Affaires étrangères de Boumedienne, donc il avait une certaine aura, mais il est surtout en réalité le candidat tout désigné du pouvoir militaire. Il se retrouve élu dans des conditions tout à fait contestables, et d'ailleurs contestées, mais il faudra attendre 20 ans plus tard pour qu'elles soient contestées par un soulèvement populaire. Mais l'élection de Bouteflika en 1999, qui, d'un point de vue communicationnel, apparaît finalement comme une espèce de réveil de la diplomatie algérienne et parfois d'orgueil, notamment vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, en réalité va être l'occasion d'une stabilisation de la relation franco-algérienne dans les années 2000. Et l'un des tournants, en réalité, qui va favoriser le pouvoir algérien, c'est le 11 septembre 2001. Et ça, c'est un tournant, en réalité, qui est un tournant global, puisque le 11 septembre 2001, ça va être, pour le pouvoir algérien, une confirmation ou une légitimation de sa stratégie antiterroriste. C'est-à-dire que là où une partie du monde regardait le pouvoir militaire algérien avec beaucoup de suspicion, se disant quand même il y a des exactions, on a un pouvoir militaire qui n'a pas respecté la démocratie, après le 11 septembre 2001, on se dit bon, de toute façon, puisque la langue internationale va devenir la langue de la lutte antiterroriste, on va soutenir le pouvoir algérien au nom de la lutte antiterroriste. Voilà un petit peu pour, on va dire, les grandes étapes pour moi des relations franco-algériennes de l'indépendance aux années 2000. J'aimerais commencer d'abord, comme je vous le disais au début, l'idée pour moi c'est quand même d'évoquer les échelles séparément, et j'aimerais évoquer, puisqu'il s'agit d'aborder d'abord la crise actuelle, j'aimerais d'abord vous décrire les systèmes, les pouvoirs en place aujourd'hui, les acteurs en place, et ensuite la manière dont ces schémas politiques vont ensuite déterminer la relation entre les deux pays. D'abord, pour ce qui est du pouvoir algérien, moi j'ai tendance à parler d'un système cryptocratique, c'est-à-dire une cryptocratie. Qu'est-ce qu'une cryptocratie pour décrire le pouvoir algérien? C'est un système plutôt opaque, c'est-à-dire une véritable illisibilité, une difficulté à identifier les décideurs finaux
sur tel ou tel dossier, et en réalité, y compris la relation franco-algérienne. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a une vitrine civile, politique. L'actuel président a été, entre guillemets, élu à l'issue, enfin, dans un contexte de soulèvement populaire, qu'on appelait le Hirak, en 2019. Mais à un moment où le pouvoir militaire algérien a clairement pris le dessus. Il a clairement pris le dessus et a, comment dire, a mis fin au mythe qu'a survendu Bouteflika dans les années 2000, selon lequel on avait finalement le retour d'un pouvoir, enfin pas le retour parce qu'on n'avait pas connu ça, mais l'arrivée d'un pouvoir civil, politique, qui n'allait pas se soumettre au pouvoir militaire. Et dès 2019, dès qu'il y a eu le soulèvement populaire, ce mythe s'est effondré, puisqu'on a vu un chef d'état-major réussir à évincer le président en place, puis ensuite encourager l'élection d'une nouvelle vitrine civile. Donc vous avez quand même ce système qui demeure quand même qui demeure cryptocratique, même si le mot vous paraît barbare, un peu clandestin, je dirais, c'est-à-dire qu'il garde une certaine clandestinité, une certaine opacité. Et aujourd'hui, ce pouvoir algérien, il est en crise en réalité. Alors il a une crise qui est superficielle, c'est-à-dire la crise la moins importante qu'on retrouve parfois dans les médias, c'est la crise des règlements de compte habituels entre tel ou tel pôle ou tel clan. Mais il y a une crise beaucoup plus profonde en réalité, c'est la crise de la légitimité démocratique, puisque le Hirak en Algérie, c'est-à-dire le soulèvement populaire en Algérie en 2019, a posé des problèmes importants et auxquels on n'a pas eu de réponse côté algérien, puisque ce qu'on a eu à la place, c'est qu'on a eu un mécanisme contre-révolutionnaire, c'est-à-dire une dynamique autoritaire et un verrouillage de la vie politique et médiatique en Algérie. C'est que l'esprit de Hirak a été un peu, anesthésié, neutralisé pour l'instant. Bon, à l'époque, plusieurs facteurs ont aidé, notamment des facteurs internationaux. Le Covid, n'a pas aidé, bien sûr, à la poursuite des manifestations pacifiques, mais il y a eu aussi un consensus, on va dire, international contre-révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans l'esprit du printemps arabe en 2019. Le monde n'applaudissait pas les démocratisations. Il applaudissait plutôt les mouvements autoritaires. C'est-à-dire qu'y compris en France, en Russie, aux États-Unis, personne, nulle part, n'avait tendance à vouloir encourager des processus de démocratisation. Donc, la contre-révolution en Algérie a fonctionné. Côté français, maintenant, même si c'est, on va dire, il y a moins besoin, je pense, de le creuser, mais on assiste quand même en France à une crise politique inédite. Inédite depuis le début de la Ve République, elle n'est pas inédite dans l'histoire, mais elle est inédite depuis le début de la Ve République, où on se retrouve, comme je le disais tout à l'heure, avec l'exemple des années 90, aussi avec des pôles distincts. On l'a vu, y compris dans la gestion de la relation franco-algérienne, où on a vu par exemple une polyphonie, des discours différents entre l'Élysée, le ministère de l'Intérieur, etc., presque comme dans un moment de cohabitation, presque comme dans les années 90, où on s'est retrouvé par exemple avec un ministre de l'Intérieur, Retailleau, s'ériger en gestionnaire de la relation franco-algérienne alors qu'il est ministre de l'Intérieur. Ça a rappelé quand même quelques mauvais souvenirs, forcément, côté algérien. Un ministre de l'Intérieur qui s'occupe de la relation franco-algérienne, ça rappelait quand même de vieux souvenirs, c'est-à-dire les souvenirs de l'époque où l'Algérie était encore française. Mais le problème, encore une fois, c'est que cette gestion-là n'avait pas de fonds matériels. Et c'est ça toute la différence, en réalité. C'est-à-dire que là où un homme comme Pasqua, dans les années 90, représentant une droite dure, avait cette obsession migratoire, a voulu gérer partiellement la relation franco-algérienne, mais avec, on va dire, une stratégie identifiable, c'est-à-dire, lui, sa stratégie, c'était de discuter avec les services de renseignement et les services militaires algériens, en se disant, c'est mon interlocuteur privilégié contre les islamistes. Côté Retailleau, en réalité, il n'y avait plus ça du tout. Il y avait l'idée, en réalité, du sacrifice de la relation franco-algérienne. Il y avait la volonté de gérer la relation franco-algérienne de façon unilatérale.
Par exemple, dénoncer des traités, etc. Bon, on se rend bien compte aujourd'hui que c'était que de la communication, et notamment à usage interne. Et c'est d'ailleurs tout le problème de la relation franco-algérienne, c'est que c'est une relation bilatérale, et Anne le disait tout à l'heure en introduction, c'est une relation bilatérale, mais avec des implications politiques intérieures. Et quelles sont d'abord les implications de ces situations que j'ai décrites dans la relation bilatérale ? En réalité, la première implication pour moi de ces deux pays en crise, de ces deux pays qui sont vulnérables, toute proportion gardée bien sûr, les vulnérabilités ne sont pas tout à fait les mêmes, les crises de légitimité ne sont pas tout à fait les mêmes, le verrouillage n'est pas tout à fait le même, on est dans des situations quand même assez différentes, mais il y a cette analogie, il y a ce point commun, c'est-à-dire qu'on a deux trajectoires parallèles qu'on peut identifier, des vulnérabilités qu'on peut identifier, et ces vulnérabilités, on voit leurs effets dans la relation bilatérale. Et dans la relation bilatérale, pour moi, le principal effet, c'est ce que j'ai appelé la tentation du sacrifice. C'est-à-dire, en France comme en Algérie, ce qu'on n'avait pas dans les années 60, après l'indépendance, ce qu'on n'a pas eu dans les années 70, ce qu'on n'a pas eu dans les années 80 et 90, on l'a aujourd'hui, c'est-à-dire un discours du sacrifice de la relation franco-algérienne. C'est-à-dire, des deux côtés, vous avez des dirigeants qui mobilise une rhétorique où on se dit, bon, bah, de toute façon, cette relation, on peut s'en passer, on peut faire sans. Et ça, je l'ai entendu, y compris de la part d'hommes politiques en France qui me disaient, mais de toute façon, est-ce que c'est pas mieux, de toute façon, d'en finir ? Comme si cette relation était une relation complètement négligeable. Comme si, en réalité, la langue diplomatique avait vocation à disparaître complètement au profit d'un langage politique âpre et conflictuel et très hostile. Le problème de tout ça, c'est qu'on a quand même un décalage assez net et assez clair entre ce discours et la réalité des relations entre ces deux pays. Puisque dans le discours, on a l'impression que cette relation est négligeable et sacrifiable. Dans la réalité, on a des éléments qui montrent plutôt le contraire. Par exemple, en 2022, le ministre de l'Intérieur de l'époque a salué la coopération entre la France et l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme. J'ai du mal à penser qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui on voit bien que le dialogue est impossible, j'ai du mal à penser que ce qui était valable en 2022 aujourd'hui devient complètement négligeable. C'est-à-dire qu'il n'y en a plus besoin géographique. C'est-à-dire on peut tout faire en politique, mais la géographie s'impose. C'est-à-dire que l'Algérie sera toujours en face. Donc est-ce que dans la coopération sécuritaire on peut faire sans ? Sur le plan économique, là encore, on fait comme si la relation franco-algérienne était une relation complètement négligeable. Dans les faits, en fait, l'Algérie demeure le deuxième partenaire économique de la France en Afrique, juste derrière le Maroc. Ces derniers temps, on a beaucoup insisté sur la convergence franco-marocaine, mais l'Algérie est juste le deuxième partenaire commercial de la France. Et ces derniers temps, le commerce entre la France et l'Algérie n'a pas disparu, ne s'est pas évaporé. En 2024 encore, en dépit de la crise, les exportations françaises vers l'Algérie ont progressé. En termes d'investissement, la France est le troisième investisseur mondial en Algérie. Pas derrière la Chine, mais derrière des pays comme les États-Unis et l'Italie. Et selon en tout cas le ministère de l'économie français, c'est probablement le premier investisseur hors secteur pétrolier et gazier, hors hydrocarbures. Donc c'est pas non plus complètement négligeable. Donc vous avez en réalité une vraie... En réalité, vous avez une forme d'interdépendance, et au lendemain de la guerre en Ukraine, on l'a bien vu, puisqu'au lendemain de la guerre en Ukraine, on a vu les exportations de gaz algérien nettement progresser vers la France. Bon, là, pour la dernière année, ces exportations ont un peu baissé, pour l'année 2024. Mais au lendemain de la guerre en Ukraine, il y a eu une forte augmentation d'un coup. Donc vous avez une vraie réalité qui s'ajoute à la dimension socio-culturelle, bien sûr, qu'on ne peut pas nier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier que la population, dans la population immigrée, les Algériens forment aujourd'hui le principal groupe. C'est-à-dire que
à peu près 12% de la population dite immigrée, c'est-à-dire des gens nés étrangers dans un pays étranger, quelle que soit leur nationalité plus tard, je veux dire, y compris ceux qui seront naturalisés après. L'Algérie demeure le premier groupe. Quand on parle par exemple des binationaux, l'Algérie apparaît quand même comme le premier groupe. On évoque souvent le chiffre de 4 millions de franco-algériens. Donc cette interdépendance, ces liens, cette intimité, elle n'est pas négligeable non plus. Il y a la question linguistique qui se pose, mais sur la question linguistique, il y a aussi, il y a un décalage entre le mythe et la réalité. Il y a une réalité déjà. Effectivement, le français aujourd'hui en Algérie, officiellement, par le pouvoir en place, est plus ou moins marginalisé, notamment dans l'espace public. C'est-à-dire, on se retrouve aujourd'hui à Alger, par exemple, effectivement, avec des panneaux écrits en anglais. Et une population, évidemment, qui est encore relativement, quand même, principalement francophone, selon les générations, mais en tout cas, davantage, pour les plus âgés, davantage francophone qu'anglophone. Mais il y a cette volonté, parfois, de remplacer, effectivement, le français par l'anglais dans l'espace public, dans certains documents administratifs, officiels. Mais ça, c'est une question, quand même, algéro-algérienne. C'est-à-dire que ça concerne quand même d'abord les Algériens eux-mêmes, en gros. C'est-à-dire que c'est leur destin. Quelle langue veulent-ils, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Parce que quand une partie, par exemple, de la droite insiste sur la lutte contre la langue française en Algérie, on fait comme si le français était sur le point de s'effacer en Algérie. Ça n'est pas vrai en réalité, puisque le français, la langue française, s'est largement étendue depuis l'indépendance. En fait, on fait comme si, l'un des mythes en réalité sur la langue française, on fait comme si la colonisation avait généralisé le français sur le territoire, puis que depuis l'indépendance, on voulait le marginaliser. Mais qu'on le veuille ou non, en réalité, c'est quand même l'Algérie indépendante qui a généralisé le français, puisqu'elle a généralisé l'alphabétisation tout court. Donc, cela passe notamment par des études universitaires, par un nombre très important d'étudiantes, par exemple, etc. Donc, le français n'a pas disparu. Mais, quand on a dit ça, et je vais me contredire, encore une fois, ça ne veut pas dire que la montée en puissance de l'anglais n'est pas vraie. La montée en puissance de l'anglais est une vérité, mais ce n'est pas une vérité algérienne, c'est une vérité liée à la mondialisation, puisque quand vous allez au Maroc ou quand vous allez au Liban, vous retrouvez exactement les mêmes phénomènes indépendamment de la tension franco-algérienne. C'est-à-dire que, certes, il y a quelques actes symboliques du pouvoir algérien qui sont notables, mais quand vous allez au Maroc, vous retrouvez parfois avec des groupes dont les parents étaient plus francophones qui se sont mis à l'anglais pour des raisons économiques parfois, pour s'insérer dans un monde globalisé. Et juste à côté, au Maroc, dans les jeunes générations aussi, on a tendance aussi à privilégier l'anglais. C'est-à-dire que dans les nouvelles générations, on décide de parler de plus en plus l'anglais aussi tout simplement parce qu'on veut s'insérer dans un monde globalisé indépendamment de la relation avec la France. Ce n'est pas une obsession non plus. C'est-à-dire que c'est pas uniquement au nom de la détestation de la France qu'on fait ça. On fait ça aussi parfois simplement naturellement parce qu'on se dit c'est quand même la langue qui a émergé depuis quelques années comme une langue universelle pour beaucoup. Et notamment sur les questions techniques. Maintenant, j'aimerais évoquer l'influence de cette relation bilatérale sur la politique intérieure dans les deux pays. Côté français, il ne faut pas oublier que la relation franco-algérienne a un usage politique dans la vie intérieure française. Qu'il s'agisse d'ailleurs de pure communication politique ou de véritables, on va dire, de véritables politiques publiques. Sur la communication politique, on va prendre un exemple très concret, et là encore, il faut garder en tête que cela peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire que cela peut aller aussi bien dans le sens d'un rapprochement avec l'Algérie, avec le pouvoir algérien, ou d'une tension avec le pouvoir algérien. C'est que dans les deux sens,
on utilise cette relation à des fins de politique intérieure. Je vais prendre un exemple très concret. Emmanuel Macron, en 2019, a utilisé la relation franco-algérienne et son rapprochement avec le pouvoir algérien, et notamment avec le président algérien, à des fins de politique intérieure et à des fins de communication politique. Puisqu'on était en Algérie en plein Hirak, on était en plein soulèvement populaire. Dans ce soulèvement populaire, la population parlait de pouvoir civil plutôt que militaire, parlait parfois d'une constituante. Les principaux slogans du Hirak, vous imaginez bien, ne concernaient pas la relation franco-algérienne. La jeunesse algérienne n'est pas sortie en 2019 pour dire on veut régler des comptes mémoriels. Et pourtant, il s'est quand même saisi de ce moment politique pour faire de l'agenda mémoriel son agenda privilégié dans le cadre du rapprochement avec le pouvoir algérien. Et ce n'était pas une demande du soulèvement populaire. Donc, dans ce sens-là, on a utilisé la relation franco-algérienne à des fins de politique intérieure. Et aujourd'hui, on le fait simplement dans le sens inverse. C'est-à-dire, on utilise non pas le rapprochement, mais la tension à des fins de politique intérieure. Et ça, en fait, c'est la grande différence, par exemple, avec ce qu'on a connu de 2019 à 2022-2023. De 2019 à 2022-2023, l'idée, c'était de se dire on va régler, réconcilier les mémoires, etc. Bon, c'est quand même une formule assez en réalité problématique, parce que, bon, ce qui compte, en fait, quand on fait de l'histoire, c'est l'histoire, c'est-à-dire c'est la vérité historique. Donc admettre des vérités historiques, donner les outils aux historiens pour trouver la vérité historique, c'est important. Réconcilier les mémoires, c'est quand même un mythe absolu, puisque de toute façon, on aura tous des mémoires relativement différentes et difficilement réconciliables. La seule chose en réalité qui peut nous réconcilier, c'est soit des partis pris politiques, indépendamment de la mémoire, soit la vérité historique. Donc cette idée de réconciliation des mémoires, c'était une idée de communication politique. Et la droite française, à l'inverse, utilise la question mémorielle aussi à des fins de politique intérieure. En disant, de toutes les façons, on ne cédera pas à la repentance, comme si la repentance était une demande algérienne. Et cette fameuse formule de rente mémorielle, en fait, on peut l'utiliser en France, puisque la droite française utilise aussi cette rente mémorielle pour une partie d'entre elles. C'est-à-dire, en gros, il y a cette idée, en réalité, selon laquelle il n'est pas question de céder quoi que ce soit sur cette histoire de la relation franco-algérienne. Il n'est pas question de céder quoi que ce soit sur les crimes commis pendant la colonisation, parce que ça serait une espèce de, ça serait un aveu de faiblesse pour la droite française. Et bon, ça, on va dire, c'est pour moi l'aspect, c'est un aspect très important, mais c'est pas l'aspect qui me paraît le plus inquiétant. L'aspect qui me paraît le plus inquiétant, c'est plutôt la tentation de l'arbitraire, c'est-à-dire comment on utilise la relation franco-algérienne comme un outil contre l'état de droit. Et en réalité, on a en France cette tentation de l'arbitraire. La droite française a la tentation de l'arbitraire. La droite française a la tentation d'en finir avec l'état de droit, parce que le ministre de l'Intérieur l'a dit publiquement. Il a dit l'état de droit n'est pas sacré. Ça veut dire, en fait, son idée, et c'est une idée quand même, c'est une vieille rengaine de la droite française, c'est de se dire la démocratie prime l'état de droit. Bon, ce qui est assez cocasse, puisqu'il n'est pas ministre de l'Intérieur grâce à la démocratie, puisque son parti a fait quand même 3 ou 4%. Mais on a quand même cette vieille rengaine de la droite française. Il y a un problème avec l'état de droit, il y a un problème avec la justice française, etc. La tension franco-algérienne est utilisée pour essayer de l'abattre, puisque c'est le moment où, par exemple, on peut expulser plus facilement. On va essayer d'expulser plus facilement au nom de cette tension. Il a essayé de le faire. Il a essayé, par exemple, de contourner les voies légales pour expulser des citoyens algériens. Puis la justice française a infirmé ses décisions. Donc cette tentation-là, elle est là. Bon, côté algérien, il y a bien sûr aussi la tentation de
l'arbitraire. Il y a en réalité l'idée on va dire presque évidente, l'idée que la rhétorique anti-française pour le pouvoir algérien, c'est un outil contre-révolutionnaire supplémentaire. C'est-à-dire, en gros, c'est un outil contre-révolutionnaire assez commode. Pourquoi concrètement ? C'est un outil contre-révolutionnaire commode parce que le pouvoir algérien se retrouve aujourd'hui dans une espèce de face-à-face assez utile pour lui, à court terme en tout cas, entre lui et l'extrême droite et l'opposition algérienne la plus caricaturale, la plus minoritaire et la plus adoubée par l'extrême droite, c'est-à-dire par exemple le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui est beaucoup plus représenté en France par exemple qu'en Algérie, qui est régulièrement invité par des institutions françaises, qui n'a jamais représenté grand-chose sur le sol algérien, y compris en Kabylie, mais quand le pouvoir algérien l'érige en principale force d'opposition, alors que dans le Hirak, on avait d'autres discours que celui-ci, que le discours de ce type de mouvement, c'est évidemment compliqué pour les autres, c'est-à-dire pour les tenants de l'état de droit et de la démocratie en France, en Algérie, de s'exprimer. Parce qu'il y a aujourd'hui la peur de se retrouver dans le camp de l'extrême droite face au pouvoir algérien. En réalité, cette tension franco-algérienne est commode dans le cadre de la contre-révolution algérienne parce que si vous êtes attaché à la démocratie en Algérie, aujourd'hui, vous avez tendance à être un peu plus indulgent avec le pouvoir algérien parce que vous avez peur qu'on vous associe à Retailleau ou à l'extrême droite. Et alors ça, évidemment, ça marche à court terme. Mais à long terme, c'est problématique, puisqu'à long terme, anesthésier les compétences, anesthésier le recul critique, c'est un problème pour l'avenir politique économique de l'Algérie. Mais à court terme, effectivement, c'est utile pour le pouvoir algérien, puisque ça permet d'anesthésier les oppositions. Côté français, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Côté français, l'utilité politique, on l'a vu récemment. J'ai cité l'extrême droite ou l'extrême droite gouvernementale, comme le ministre de l'Intérieur Retailleau. Mais ce qui est aussi nouveau, ce qui a changé, c'est l'évolution du discours du président de la République lui-même, puisqu'il est passé du discours conciliant à l'égard du pouvoir algérien à sa fameuse lettre rendu public l'été dernier, destiné à pousser à plus de fermeté le Premier ministre. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a eu cette lettre rendue publique, ce qui est assez extraordinaire, ce qui est assez novateur aussi en termes de communication politique, puisque c'est une lettre adressée à son Premier ministre pour dire il faut être plus ferme avec les Algériens. Sauf que ce qui était intéressant avec cette lettre, c'est que l'objet de cette lettre rendue publique, c'était coopération sécuritaire et migratoire avec l'Algérie. Et lier déjà sécurité et immigration, c'est quand même le vieux mantra de l'extrême droite. Donc déjà il a cédé sur ça, le président. Mais dans le contenu de la lettre, il donnait quand même l'impression que la figure de l'Algérien était érigée comme la figure de la principale menace en Algérie, menace sécuritaire en France. C'est-à-dire que c'était ça le contenu de la lettre. C'était en gros, à partir de détails administratifs que sont la question des obligations de quitter le territoire français, les OQTF, etc., son discours, cette lettre-là nous disait on a quand même en France une poignée d'Algériens que le gouvernement algérien ne veut pas récupérer, et c'est une menace importante pour la sécurité de la France. Alors je ne sais pas s'il s'appuie sur de véritables statistiques, si cette poignée d'Algériens sous OQTF que le pouvoir algérien n'a pas récupéré sont la principale menace sécuritaire en France aujourd'hui, mais dans sa lettre, il y avait quand même cette idée assez dangereuse où il associait l'insécurité non pas à l'immigration en général, mais à une catégorie d'immigrés spécifiques. Donc on se retrouve finalement avec cette fameuse rengaine qu'on avait et que j'ai évoquée tout à l'heure sur par exemple les années 70 où la figure de l'Algérien avait aussi cette spécificité, cette singularité. Dans les faits, sur la question migratoire, je préfère rappeler 2-3 points. C'est que d'abord,
les fameux accords de 1968 et leur contestation en réalité, pour moi, elle a un lien avec ce que j'ai dit sur la contestation de l'état de droit, puisqu'en réalité, quand la droite française est capable de sacrifier l'état de droit, ben, on a bien vu comment cette droite française peut sacrifier le droit international, puisqu'on le voit, on voit le peu d'intérêt qu'elle accorde au droit international en Palestine. Mais les accords de 68, c'est du droit international, hein, c'est un accord entre deux pays. Le problème de ces accords de 68, c'est que ce sont des accords qu'on érige en privilèges algériens. On fait comme si, grâce à ces accords, je pense pour une bonne partie de l'opinion publique, en réalité, pour une bonne partie de l'électorat à droite, ces accords de 68, parce que tout le monde répète, les accords de 68 permettent aux Algériens de circuler librement, de venir plus facilement. En réalité, comme je vous l'ai dit, de toute façon, depuis 1986, il y a des visas. Donc vous n'allez jamais entendre parler d'un seul Algérien ou d'une seule Algérienne en Algérie invoquer les accords de 68 pour venir sur le sol français. Ça n'existe pas. Et par ailleurs, le régime général des étrangers a évolué plus favorablement que le régime des Algériens. Si vous êtes étudiant, il vaut mieux être étudiant en tunisien ou mexicain qu'étudiant algérien en réalité, puisque vous avez plein de privilèges quand vous êtes mexicain ou tunisien ou marocain que vous n'avez pas quand vous êtes algérien à cause de ces accords de 68, puisque les accords de 68 par exemple ne prévoient pas de carte pluriannuelle pour les étudiants algériens, etc., qui doivent renouveler chaque année une carte, et en général avec des mois et des mois de retard, et avec des préfectures parfois qui ne leur donnent pas de rendez-vous. Donc la situation et plus concrètement, puisque parfois il faut parler de choses matérielles, dans les faits, en termes de nombre de visas et de nombre de titres de séjour, on en a délivré plus pour les Marocains que pour les Algériens ces 2 dernières années. Et ça, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Vous avez plus de visas court séjour donnés aux Marocains, et vous avez plus de titres de séjour délivrés là, en 2024 aux Algériens, et vous avez même une baisse. Les nombres de titres de séjour délivrés aux Marocains entre 2023 et 2024 étaient relativement stables. Là, pour les Algériens, on a constaté une véritable baisse. Bon. Alors que bon, en termes de population, l'Algérie c'est un pays un peu plus grand que le Maroc, donc en termes de proportion, vous voyez la différence. Et ça, c'est un vrai risque aussi, le fait de sélectionner et de faire une différenciation entre les étrangers, entre les immigrés des anciennes puissances coloniales, des anciennes colonies, pardon. Maintenant, je finirai si j'ai quelques minutes sur la question, après je laisserai le temps aux échanges et aux questions. Je finirai sur les questions géopolitiques, ce qu'on appelle parfois pompeusement les questions géopolitiques. Et là aussi, la formule que j'ai utilisée sur les crises politiques, c'est-à-dire la formule de choc entre les vulnérabilités, le choc entre 2 pays vulnérables, 2 pays en réalité qui sont en crise, et la relation, les tensions entre 2 pays en crise, ça prend toujours des proportions, on va dire, disproportionnées, hein. Et je pense que c'est valable à toutes les échelles. Les crises sont des accélérateurs des tensions en général, hein. C'est valable aussi, je pense, dans les relations humaines en général. 2 personnes en crise, leurs relations se détériorent encore plus. 2 régimes en crise, leurs relations se détériorent encore plus. Mais sur le plan des questions géopolitiques, c'est-à-dire des questions en l'occurrence de rapports de force régionaux et internationaux, vous avez aussi cette idée de vulnérabilité. Sachant que le point de départ officiel de la tension dont on parle, on a l'impression que la tension franco-algérienne dure depuis très 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 longtemps, mais dans les faits, la crise concrète, c'est-à-dire la crise diplomatique concrète, c'est-à-dire le rappel de l'ambassadeur algérien rappelé de Paris, ça date d'il y a 1 an, oui, de 2024, c'est-à-dire de juillet 2024, au moment où le président français, dans le cadre d'une lettre adressée au roi du Maroc, décide de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Ça, c'est l'élément, on va dire, géopolitique de la crise franco-algérienne. Il a fait ce choix. Alors bon, on a un peu exagéré le caractère tout à fait nouveau de la politique française, puisque bon, depuis très longtemps, on savait que la diplomatie française sur la question du Sahara occidental penchait globalement du côté marocain. C'était pas une nouveauté. La nouveauté, c'est que là, on est sorti définitivement de l'ambiguïté,
Et en sortant ainsi de l'ambiguïté, il y avait quelque chose de prévisible, c'est-à-dire une réaction de la diplomatie algérienne. Le problème, c'est que pourquoi il l'a fait à ce moment précis? Il y a un mythe communicationnel qui nous dit que, et qu'on entend souvent dans certains médias, qui nous dit que le gouvernement français, le président français a tendu la main aux Algériens, au pouvoir algérien, sur la question mémorielle. Il n'a rien obtenu en échange, et donc il s'est lassé. Moi, la question que je pose quand on me dit ça, c'est qu'est-ce qu'il espérait en échange sur cette question mémorielle? C'est-à-dire, quelles étaient les attentes concrètes d'Emmanuel Macron sur la question mémorielle? C'est la question de la place de la relation franco-algérienne ou de la guerre d'Algérie, c'est une question qui se règle de façon unilatérale. Si on a envie de reconnaître un crime, on le reconnaît. Il n'y a pas de, je veux dire, à moins de penser que l'Algérie doit considérer qu'il y a un équilibre entre le colonisateur et le colonisé. Mais si c'est pas ça l'attente, dans ce cas, on admet qu'il n'y avait rien à attendre sur ce point, sur la question communicationnelle. Si l'idée c'est de donner des moyens aux chercheurs et aux historiens, ça aussi ça se fait de façon unilatérale. Pourquoi il y aurait besoin de faire des commissions mixtes avec des historiens algériens? Donc, moi j'ai jamais cru à cet argument. En réalité, le seul facteur valable de la décision d'Emmanuel Macron, c'est le choix, le fait de se dire, pour l'instant, la France est dans une relation plutôt conflictuelle avec l'Algérie et avec le Maroc. Donc, avec l'Algérie, de toutes les façons, on ne peut pas obtenir grand-chose. Avec le Maroc, il y a une attente précise, puisqu'il y avait un lobbying marocain insistant pour demander que la France reconnaisse la marocanité du Sahara occidental. Donc au moins, sur ça, j'ai la clé, j'ai une réponse. D'un point de vue diplomatique, c'est contestable. Parce que se dire, comme je vous l'ai dit, vu les relations franco-algériennes, matériellement parlant, se dire qu'une relation est sacrifiable au profit d'une autre, c'était déjà problématique, puisque, en réalité, sur le plan économique comme sur d'autres questions, les relations franco-algériennes et les relations franco-marocaines ne sont pas radicalement différentes. Pourtant, il y a eu ce choix, il y a eu cette idée de se dire, bon, on va choisir l'un, on va céder au lobbying marocain, le lobbying marocain, qui passe notamment par les invitations de ministres français systématiquement, parfois pour leur faire visiter le Sahara occidental, en leur expliquant que de toute façon le Sahara occidental est marocain, vous voyez bien, regardez, tout est beau, tout est propre. En réalité, le mauvais calcul de la diplomatie française, c'était de se dire, les Algériens à l'échelle régionale sont relativement faibles en ce moment, même leurs amis russes leur posent quelques problèmes dans leurs frontières, puisqu'ils soutiennent des milices plutôt hostiles à l'Algérie, en Libye et au Sahel. Comme le pouvoir algérien est relativement affaibli à l'échelle régionale, autant miser sur le Maroc, qui est la grande start-up nation bis en forme, renforcée, avec une monarchie stable, tout va bien. Donc on va choisir l'un au détriment de l'autre, et en plus le Maroc a normalisé avec Israël, ce qui est un signe de modération dans l'esprit de certaines élites en réalité européennes, ce qui est un comble, puisque normaliser avec une puissance génocidaire est loin d'être un symptôme de modération a priori, mais on a appris quand même à raisonner comme ça malheureusement. Bref, on a fait ce choix, il y a eu ce parti pris, et ce parti pris, en réalité, c'est un parti pris qui donne l'idée qu'on peut sacrifier l'un au profit de l'autre. En face, le vrai problème en réalité de ce calcul, c'est que, dire que le pouvoir algérien à l'échelle régionale n'est pas si fort, c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que le pouvoir algérien a les atouts d'une puissance militaire, d'une puissance régionale, mais il n'agit pas comme une puissance régionale. Puisque de toutes les façons, dans les faits, quand vous regardez le pouvoir algérien, son voisin marocain normalisé avec Israël, ça prouve bien déjà un minimum d'impotence ou une incapacité d'influence. Au Mali, vous avez une junte malienne
qui a des relations très tendues avec l'Algérie, alors qu'avant, l'Algérie apparaissait comme une puissance médiatrice au Mali. En Libye, vous avez l'autoproclamé maréchal Khalifa Haftar, qui est dans une relation plutôt compliquée avec l'Algérie, et l'Algérie n'a pas beaucoup d'influence sur ce qui se passe en Libye. Donc, dans les faits, c'est pas tout à fait faux. Mais le problème, c'est que là où on s'est trompé de lecture, c'est qu'on ne s'est pas rendu compte que tout le Maghreb était relativement affaibli sur le plan géopolitique, puisqu'il est perméable aux puissances extérieures, puisqu'au Maghreb, ou à proximité, vous avez la Russie qui agit tranquillement en Libye, et au Sahel, et au Mali, parfois contre les intérêts algériens, certes. Vous avez les Turcs qui soutiennent militairement le gouvernement d'union nationale en Turquie. Ça, c'est pas, ça, je veux dire, ça a tendance à plutôt plaire aux Algériens, mais c'est problématique puisque ça reste quand même une ingérence sur le plan à l'échelle régionale, dans son voisinage immédiat. Donc ce qu'on a oublié, c'était en fait que toute la région et les deux principaux pays du Maghreb sont relativement faibles. Et l'Algérie n'a pas le monopole de la faiblesse, en fait, à l'échelle régionale. Et la normalisation israélo-marocaine est un facteur de faiblesse, et ça aussi en France, on n'a pas voulu le voir. Normaliser avec Israël contre la région et contre son opinion publique, ce n'est pas un facteur de stabilité. Et ça non plus, on ne l'a pas vu. Donc on a préféré fermer les yeux et dire « il y a un bon élève, il y a un mauvais élève », on va choisir l'un, on va un peu sacrifier l'autre, et de toute façon, l'autre est très faible, il va finir par avaler la couleuvre. Et ça donne ensuite toutes les autres tensions qui sont, pour certaines d'entre elles, un habillage communicationnel qui masque en réalité toutes ces réalités matérielles. Et côté algérien aussi, on voit en face la faiblesse française, puisqu'on se dit, de toute façon, l'ancienne puissance coloniale n'est plus aussi forte qu'avant. Elle est en train de se faire évincer d'Afrique. Ironiquement, la junte malienne a le même type de relation avec Paris et avec Alger, puisque de toute façon, la junte malienne a manifesté du mépris à l'égard des deux. La France se retrouve éjectée du Mali, du Burkina, du Sahel en réalité, après avoir investi dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Donc, côté algérien aussi, on se dit, ah tiens, en face, on n'est pas si fort. Et il ne faut pas oublier que côté algérien, du côté du pouvoir algérien, on se dit, certes, la puissance coloniale n'est pas si forte, mais on ne se dit pas pour autant, de toutes les manières, on peut s'émanciper de toute puissance extérieure, puisqu'en l'absence de légitimité démocratique, le pouvoir algérien considère que son assurance vie, c'est la légitimité extérieure, en grande partie en tout cas. Et cette légitimité extérieure, elle a deux sources pour le pouvoir algérien. Soit c'est ce qu'on appelle le complexe obsidional, c'est-à-dire la mentalité d'assiégé, c'est-à-dire le fait de se dire tout ce qui nous entoure nous veut du mal, donc maintenant il faut se taire et il faut une société homogène au garde à vous parce que le pays est menacé. Et l'autre source, c'est de s'appuyer sur les grandes puissances. Parce que certes, la relation s'est détériorée avec la France, mais avec la Russie, on se montre indulgent, en dépit de l'action russe qui n'est pas conforme aux intérêts algériens dans la région jusqu'ici, mais on essaie quand même de négocier avec les Russes jusqu'ici, et bien sûr avec les États-Unis, puisque en plein génocide à Gaza, vous aviez la poursuite d'un dialogue militaire conjoint entre l'Algérie et les États-Unis, comme si de rien n'était, parce qu'on ne peut pas se passer de la puissance américaine. Parce qu'encore une fois, les grandes puissances et les puissances lointaines servent un peu d'assurance vie à un pouvoir qui est fragile. Mais encore une fois, comme le montrent les événements actuels au Maroc et la répression qui s'ensuit, tous les pouvoirs de la région sont fragiles en réalité. Parce que la question de la légitimité et la question des tournants autoritaires, elle se pose en Algérie, au Maroc, en Tunisie, elle se pose bien sûr en Égypte, depuis la contre-révolution menée par Al-Sisi. Donc, je veux dire, il ne faut pas singulariser un cas et négliger les autres. Je finirai sur Gaza, et après je laisserai la parole, parce que finalement, qu'est-ce que représente Gaza dans la relation franco-algérienne ?
Bon, elle a représenté deux choses pour moi, deux choses principales, et j'imagine pour beaucoup d'Algériens ou de Franco-Algériens, l'attitude française a suscité quand même une forme de sidération, puisqu'on s'est dit, tiens, voilà une ancienne puissance coloniale qui, qui s'accommode ostensiblement du colonialisme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est dit, quand même, c'est peut-être parfois inconscient, mais je pense que c'est quelque chose qu'on est nombreux à avoir perçu, c'est de se dire, certes, quand on est franco-algérien, on n'est pas obsédé par la colonisation. On ne se vit pas comme des colonisés au quotidien. On vit, on est français, on est en France, mais quand on voit quand même la France officielle, pas forcément, je ne parle pas de l'opinion publique, mais la France officielle, manifester un soutien inconditionnel à une puissance génocidaire, forcément, il y a des liens qui se font. On se dit encore, c'est-à-dire quand même, on veut bien se débarrasser de cette question mémorielle, mais là, vous nous la rappelez. Et il faut pas oublier. Et c'est tout le problème d'ailleurs, par exemple, de l'affaire Happati. Moi, ce qui m'a scandalisé, c'était ce qui m'a le plus gêné dans cette affaire Happati, c'est qu'en face de lui, en réalité, les gens qui ne voulaient pas voir les massacres commis pendant la colonisation, en réalité, leur vrai problème, puisque ces massacres-là ont eu lieu et c'est fini, mais leur principal problème, c'est que leur déni sur des faits historiques se reflétait dans leur déni quotidien d'un génocide en cours, qui a, lui, pour le coup, des conséquences encore quotidiennes. Et ça, c'est un problème. Bon, l'autre élément, qui est un élément, on va dire, plus géopolitique, c'est que, qu'on le veuille ou non, la France et l'Algérie, aujourd'hui, sur la scène internationale, encore une fois, toute proportion gardée, nous montrent finalement qu'elles sont relativement faibles et relativement impotentes. L'Algérie n'est plus l'Algérie du camp du refus des années 70, la fameuse Mecque des révolutionnaires, etc. Parce qu'à l'époque, par exemple, ce qui permettait à un pays comme l'Algérie de rompre avec les États-Unis en 1967. C'est le contexte de la guerre froide. C'est qu'il y avait l'Union soviétique, il y avait cet équilibre des deux superpuissances. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas cet équilibre, comme on n'est pas dans ce contexte, un pays comme l'Algérie se sent contraint de maintenir des relations diplomatiques tout à fait normales et tout à fait chaleureuses avec les États-Unis qui soutiennent le génocide. Ça, c'est quand même une nouveauté. Et côté français, bon, il n'y a pas besoin de dire grand-chose dans la mesure où on est, on est loin de la posture gaullienne d'une diplomatie indépendante et malheureusement, la reconnaissance de l'État palestinien ne suffit pas quand on a osé parler d'immunité après des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien. Ça veut dire que, en France, on est un peu dans une espèce d'équilibrisme qui est problématique sur le plan international, mais il n'est pas seulement problématique parce qu'on serait faible sur la scène internationale, il n'est pas seulement problématique parce qu'on n'est pas assez fort, on est moins fort qu'avant, etc. Il est problématique parce que, d'ailleurs, ironiquement, c'est exactement la même situation en Algérie, finalement, avec quelques différences, c'est qu'on n'a plus les moyens de ces discours et de ces ambitions et des ambitions affichées dans la communication, tout simplement. Donc forcément, on se retrouve avec deux diplomaties qui fonctionnent avec des communications qui fonctionnent à vide, et le prestige passé est parfois invoqué, mais dans les faits, on n'a pas vraiment les moyens. Par exemple, côté algérien, on n'a pas les moyens de tenir tête aux Américains, et côté français, on n'a pas les moyens, visiblement, de sanctionner un gouvernement génocidaire, par exemple. Donc, on est un peu dans ça rejoint un peu le propos du début, c'est qu'en gros, on est un peu dans une tension, finalement, entre deux
pouvoirs politiques qui sont globalement vulnérables à l'intérieur et vulnérables sur la scène internationale. Et je finirai sur ça, et je vous laisse la parole pour d'éventuelles questions. Merci.